Bonjour à tous. Je vous propose de commencer si vous êtes d'accord. Donc, merci beaucoup d'être là. On va aborder lors de cet atelier la revoyure sur l'obésité 2. Je pense que c'est un sujet qui occupe un certain nombre d'actuaires en ce moment. On ne va pas aborder tous les aspects parce que la nouvelle formule de la directive est très large. Il y a beaucoup d'impacts qui sont encore en train d'être digérés. On va faire un focus sur quelques aspects, en particulier le focus d'obligation, enfin l'obligation d'audit qui pourrait avoir des impacts assez importants sur le marché et sur quelques aspects normatifs. Je laisse parole du coup à Arthur qui va commencer par le premier point. Juste avant, peut-être faire un tour de table pour se présenter de gauche à droite. Je te laisse y aller, Imen. Belle initiative, Arthur. Imen Saïd, responsable de l'actuariat S2 chez Malakoff Humanis. Mathieu Schneider, du coup senior manager chez Axiom Partners. Comme c'est écrit, merci à Arthur. Mohamed Delaroui, associé Axiom Partners. Et Arthur Cordier, actuaire et junior chez Axiom Partners. Je vais prendre le micro directement. Ouais. Donc comme l'a rappelé Mohamed, on va pas reprendre toute la revoyure sur l'obésité 2 parce que ce serait un chantier beaucoup trop long. Et mais donc on va se focaliser sur tout d'abord un petit rappel du calendrier prévisionnel et du contexte dans lequel cette revoyure sur l'obésité 2 est en train d'évoluer. Donc on a relevé 3 axes principaux à cette révision de la norme solvabilité 2 qui sont d'abord de renforcer la résilience financière des assureurs, notamment face aux crises et la volatilité des marchés. Donc on a connu pas mal de crises depuis une dizaine d'années. On est passé d'une période de taux bas, on a eu des remontées fortes d'inflation à partir des années 2021-2022 et les conflits évidemment que l'on peut mentionner qui ont participé à cette instabilité des marchés. Cette révision a aussi pour objectif d'encourager les investissements à long terme, notamment pour l'investissement dans l'économie réelle. Donc on va soutenir cette économie et soutenir aussi la transition énergétique. Et enfin, puisque c'est aussi le sujet phare chez les actuaires, et c'est pour ça aussi qu'on a eu le nouveau 100% durabilité qui a été rajouté cette année à cette belle journée. On va avoir tous les critères ESG qui sont ajoutés, donc les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, et notamment pour prendre en compte tout l'aspect de durabilité qui est crucial aujourd'hui. Cette revoyure solvabilité 2, elle a débuté dès 2018, mais la consultation de l'EIOPA pour le projet de révision, ça a commencé en 2020, donc 4 ans après l'entrée en vigueur de S2, tel qu'on le connaît. Les 3 dernières années, donc en 2021, 2022 et 2023 respectivement, il y a eu les publications des propositions de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, ce qui nous amène en 2024, donc on est en train d'avoir la fin des travaux des juristes linguistes, et on va ensuite passer sur une phase de mise en place de cette norme, de cette revoyure de la norme, et qui devrait rentrer en vigueur courant 2026. Il y a aussi des enjeux d'autres enjeux que j'ai mentionnés juste en bas de la slide, qui sont la réduction des contraintes en capital pour des assureurs de plus petite taille en particulier. Et évidemment, on essaye d'harmoniser et de simplifier les exigences au travers des différents pays de l'Union européenne. Donc ça, c'était plutôt pour le contexte et pour le calendrier. Mais on va faire quelques rappels sur donc le pilier quantitatif de la norme qui a subi quelques modifications qui vont parfois alléger les assureurs et parfois renforcer certains aspects de la norme. Donc on veut mieux capturer les risques dans tous les cas et réduire la volatilité des fonds propres. Donc on va assurer une meilleure stabilité financière des assureurs. Parmi les impacts piliers, on en a cité 4 sur cette slide. La première, c'est la revue de la méthode d'extrapolation de la courbe des taux. Donc actuellement, pour les actuaires de la salle, vous savez qu'on utilise une courbe qui est donnée mensuellement par l'EIOPA, qui est la publication RFR, et qui utilise une méthode
d'interpolation et extrapolation de Smith-Wilson qui se base sur un nombre de données de marché réel limité. À partir de 20 ans, du Last Liquid Point, on utilise une extrapolation et on ne se soucie plus du marché. Cette revue de la méthode d'extrapolation de la courbe des taux, elle va permettre justement de prendre dans sa construction des points au-delà du Last Liquid Point et donc d'assurer une market consistency un peu plus forte. Ça va aussi permettre d'être plus prudent dans cette courbe des taux parce qu'elle va être forcément un peu réduite, ce qui va permettre de ne pas sous-estimer les passifs de l'assureur. À cette revue de la méthode d'extrapolation, on a une revue des chocs de SCR de taux, notamment pour tout ce qui est taux négatif. Donc jusqu'alors, on n'avait pas de choc de taux down sur si la courbe de taux elle était déjà négative. Donc je prends par exemple 2021, on avait des taux qui étaient à presque moins 0,5 sur les premières années de maturité. Et ces taux, on ne les choquait pas. Donc ça va changer. Donc ça ne concerne pas trop le marché actuel puisqu'on a eu la remontée des taux justement à partir de 2022 et on a encore des taux plutôt élevés. Mais ça pourra donc avoir un impact. Le changement de méthode de calcul du SCR taux a un impact, même en taux élevé. Mais donc on n'a pas cet aspect taux bas qui est aussi à prendre en compte. En troisième point, on a mis l'ajustement du calcul pour correction de volatilité. Donc le VA, le Volatility Adjustment, actuellement, il est donc commun à tous les assureurs, puisqu'il est aussi dans la publication RFR mensuelle que l'EIOPA fournit. Désormais, ce Volatility Adjustment, il sera calculé en fonction des portefeuilles des assureurs. Donc il va être beaucoup plus précis par assureur et on va avoir une meilleure adaptation de cette correction pour volatilité en fonction des différents portefeuilles. Et enfin, la modification du calcul de la marge pour risque, donc notamment avec le changement du pourcentage de coût du capital qui passe de 6% à 4,75%, taux qui sera revalorisé tous les 5 ans et qui se situera toujours entre 4 et 5%. Voilà, et juste un petit mot sur les investissements. On a aussi, par rapport à cet aspect durabilité, support de l'économie, on a un soutien à l'investissement long terme avec le dispositif LTUI qui permet d'acquérir des actions et de maintenir en portefeuille des actions à long terme. Et le choc action sur ces titres sera plus faible, sera à moins 22%, à la place par exemple du moins 39% qui est habituellement utilisé. Et enfin, on va avoir toutes les mesures de finances durables pour supporter la transition économique, écologique que l'on connaît actuellement. Je vais laisser Mathieu passer à la suite. Merci. Donc, maintenant que Arthur nous a fait un peu une intro sur les éléments, on va dire, assez classiques de changement du pilier 1 introduit par la Revoyure, on va aller vraiment vers le cœur de cet atelier et vers un peu les changements un peu insoupçonnés ou pas trop marqués parce qu'il y a déjà pu être publié en termes d'analyse d'impact, etc., par les différents acteurs de la place. Donc on a différents éléments dont on va parler, que ce soit en termes d'obligations de publication, de reporting, etc. Mais on va commencer par quelque chose qui est assez central et qui peut beaucoup changer l'organisation opérationnelle des équipes. Ça va être l'obligation de faire auditer la MVBS qui est publiée donc dans les SFCR. Donc ça, c'est lié à la modification de l'article 51 qu'on va retrouver sur ce slide-là, qui mentionne spécifiquement, donc on va revenir vraiment sur ce mot, la balance sheet qui est publiée dans les rapports réguliers remis au régulateur et publiée. Donc on arrive à la conclusion que c'est la MVBS, mais ça va avoir un impact beaucoup plus global peut-être que le BEL en lui-même. Et un deuxième point important, c'est que ce changement-là est complété de manière indirecte par la modification de l'article 35 sur le délai de publication. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette obligation d'audit va avoir comme conséquence la publication d'un rapport d'audit qui devra être joint à la remise au régulateur. Donc c'est du travail en plus. Ce travail en plus va s'accompagner d'un délai de production en plus. On va passer sur une remise à 18 semaines. Donc 4 semaines de plus. Donc le message qu'on va développer ici, c'est que certes, on a du temps en plus, mais ça va être beaucoup de contraintes en plus et qu'il va falloir être prêt pour assumer cela.
Si on reprend juste pour donner un peu le contexte de qu'est-ce que ça impose, si on reprend un bilan S2 simplifié avec les principaux blocs, donc quand on dit la MVBS, a priori tous les éléments de ce schéma simplifié peuvent être audités. Donc on va avoir quelque chose d'assez transverse parce qu'on va avoir les actifs, donc on va devoir potentiellement regarder ce qui se passe côté comptabilité des placements, on va avoir le BEL, donc on va devoir regarder ce qui se passe côté équipe valeur, et on va avoir par exemple la risk margin qui va nous imposer de regarder ce qui se passe côté équipe risque. Cela, on peut encore le compléter avec des calculs qui peuvent être assez complexes côté NDT, où on a beaucoup de rapprochements à faire, etc. Donc finalement, le fait de dire on audite la balance sheet, ça va imposer finalement d'auditer toutes les directions où on va avoir de l'actuariat ou des calculs actuariels qui vont être mis en action. Le deuxième point important, c'est que la maturité des acteurs et le besoin de se préparer ne va pas du tout être le même. Si on est un gros acteur qui publie des comptes IFRS, a priori, une bonne partie des éléments dont on a discuté sont déjà audités par les CAC de manière maintenant régulière avec la publication des comptes. Alors, ça va imposer des changements. Par exemple, dans les fichiers d'audit, on ne va pas être à la même maille, donc il va falloir peut-être changer des maquettes, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, les acteurs, normalement, sont à un certain degré de maturité assez important sur les contrôles et la mise en qualité de ces contrôles en vue de le délivrer finalement à une entité externe. Parce qu'on change vraiment de dimension par rapport à une validation interne, ce genre de choses, ou par rapport à un audit régulateur qui n'est pas aussi ponctuel. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être revu à chaque fois. Donc il faut être prêt, il faut avoir des process qui permettent de délivrer les contrôles, les fichiers de contrôle à la bonne qualité pour la bonne date, parce que si le commissaire aux comptes ou une autre firme d'audit doit remettre son rapport, le contrôle doit être remis à temps. Alors ça m'amène à un petit commentaire que j'ai oublié sur le slide précédent. Sur l'article 51, on parle donc de firmes d'audit au sens large, c'est-à-dire a priori il n'y aura pas d'obligation que l'audit en question soit exactement réalisé par le CAC. La possibilité est ouverte bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire a priori. Il faut que ce soit un cabinet agréé, par contre. Faut que ce soit, voilà. Le plus naturel serait de faire appel effectivement au commissaire aux comptes parce que ça permet d'avoir un gain de synergie important. Mais en tant que tel, dans l'état actuel des textes, ce n'est pas le cas. Le retour d'expérience des autres pays, en général, il y a une implication quand même des commissaires aux comptes là-dessus, ce qui paraît le plus naturel. On peut passer. Ah non, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'audit interne, c'est un auditeur externe. On peut passer au slide suivant. Oui. Donc le slide suivant, on ne va pas le détailler précisément, mais ça donne un peu une idée d'un plan d'audit qu'on pourrait mettre en application avec des aspects vraiment hors modèle et des aspects purement modèle. Et donc on voit qu'en fait, si on veut sécuriser les différents éléments qui vont composer la balance sheet, on va passer par la sécurisation de tout le process. De quelques exemples rapidement. Si on veut sécuriser le BEL, il va falloir sécuriser ce qu'on a dans le modèle en soi, côté vie, je parle ici, c'est-à-dire le moteur ALM en soi, les différents éléments algorithmiques qui sont dedans, les règles de décision, mais également tout ce qui est en amont du modèle en termes d'input, c'est-à-dire les model points, les côtés actifs, passifs, les scénarios économiques, et aussi qu'est-ce qu'on fait en aval du modèle, notamment dans le traitement de l'écart de convergence. Donc là, on va être vraiment obligé d'auditer toute la chaîne, et donc potentiellement ça peut être lourd, et il faut que les équipes soient prêtes à cette période-là de l'année à être disposées à fournir tous ces éléments-là, donc ça impose de bien se préparer. On précise peut-être l'écart de convergence, c'est les fuites de modèles. Tout modèle a une fuite, mais il faut qu'elle soit maîtrisée, il faut qu'elle soit allouée. Et donc la question qui va se poser, est-ce que le niveau de fuite en tant que tel avant allocation, c'est un critère de validation de l'audit ou pas? Il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes aujourd'hui là-dessus, qui sont un obstacle par rapport à l'auditabilité. Et ce qu'on peut dire également, la plus grande difficulté par rapport au monde d'aujourd'hui dans les comptes auditables, c'est la rupture de la piste d'audit. Aujourd'hui, quand on remonte la chaîne d'information du début jusqu'à la fin, en assurance vie, je parle, on peut reconstituer la piste d'audit de façon claire. Alors, on ne le fait pas parce qu'on s'appuie sur le process, etc. Là, aujourd'hui, mécaniquement, il va y avoir forcément une rupture de piste d'audit parce que tout ça va rentrer dans un modèle. Et dans un temps imparti raisonnable, avec un budget d'audit raisonnable, on ne peut pas tout refaire. Donc, l'importance de ces
de ces contrôles clés, c'est de limiter le temps d'audit, la charge d'audit, tout en donnant un niveau de confort qui sera forcément imparfait par rapport à un monde d'aujourd'hui où j'ai une PM, un assuré à payer 100 de primes, je fais ma récurrence de PM, elle passe dans les systèmes, je la trouve en comptabilité. Voilà. C'est aujourd'hui la grosse difficulté en French Gap, je ne parle pas d'IFRS 17, quand on fait de l'audit, c'est par exemple la PGG, c'est en assurance vie, voilà, ça sera pour ceux qui font de l'IFRS 4 avant, c'était les DAC, des choses comme ça. Dès qu'on a un modèle qui brouille un petit peu la piste d'audit, ça sera compliqué. Mais ça, avec sa nouvelle obligation, ça sera le sujet. Et donc, dernier point qu'on va zoomer là, qui est mis en gras sur ce slide, c'est le cas de la méthode directe-indirecte, qui paraîtra a priori un contrôle clé parce que l'idée quand même de sécuriser la balance sheet, ça va être surtout de sécuriser les fonds propres économiques qui sont mis dans cette balance sheet. Donc la méthode qui va donner une certaine garantie sur la cohérence globale de ce qui est produit, c'est-à-dire en termes de process, de la compilation de toutes ces données-là, ça va être la méthode indirecte. Alors pour l'expliquer rapidement, cette méthode, c'est de se dire que mes fonds propres économiques, je peux les déterminer de deux manières, en prenant les éléments directement économiques, solvabilité 2, en faisant l'actif moins le passif par définition. Mais normalement, si je repars des fonds propres sociaux et que je vais additionner tous les ajouts ou les retraits dus au passage en normes économiques, je dois finalement retrouver la même valeur. Tout simplement, si je pars d'un point A à un point B, peu importe le chemin, je dois y arriver. Et en général, ce genre de contrôle qui normalement doivent marcher, mais justement vont mettre en lumière les endroits, les incohérences, les problèmes de versionning, les incohérences entre ce qui est fait dans le modèle, le hors-modèle, enfin, plein de points où potentiellement on peut avoir des soucis. A priori, ça sera un élément clé pour les auditeurs de regarder ce contrôle. Clairement, ça c'est un contrôle clé. Certains assureurs ont un saut de tolérance de 0 là-dessus, c'est-à-dire ça cadre à l'euro près. Et effectivement, c'est un contrôle vraiment indispensable. Typiquement, sur le non modélisé, je peux avoir une provision qui est non modélisée et je ne me suis pas forcément posé la question est-ce que c'est un BEL ou est-ce que c'est des PVFP, enfin, est-ce que ça appartient à l'assureur ou ça appartient à l'assuré. Parce que quand on construit la balance sheet, on vient prendre un gros bloc qui s'appelle provision technique, on le remplace par un BEL. Mais si jamais je ne suis pas exhaustif dans l'identification de ce que j'injecte dans mon modèle, en fait, ça va apparaître en écart là-dessus. Et donc ça, c'est clairement un contrôle clé. La même chose pourrait être faite pour l'actif ou passif d'impôt différé. C'est-à-dire, je pars de ma situation d'impôt, je prends toutes les différences temporelles et je vois est-ce que j'arrive à l'impôt qui est dans mon bilan ou pas. Je vais rapprocher le micro. Du coup, moi, je serai concernée directement par ce changement de process. Et effectivement, le sujet, ce n'est pas au-delà de l'impact technique de cette révision, c'est l'impact sur le process. Je vais prendre l'exemple de mon département. Je suis donc dans la direction finance du groupe et donc je m'occupe des calculs prudentiels pilier 1 et une partie du pilier 2 d'une dizaine d'entités et de la Conso Group. Donc une grande équipe d'actuaires qui travaille pour la production dans des délais qui sont assez confortables aujourd'hui finalement, mais le process de l'audit, c'est un process dans le process. Du coup, si on revient un peu en arrière... Alors, je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui est très important. Dans des délais confortables, mais modulo des moyens importants pour rendre ces délais-là confortables. C'est-à-dire que tous les assureurs, une bonne partie des assureurs, ont beaucoup investi sur du fast closing, sur des choses comme ça, pour être juste, enfin, pour respecter les délais. Là, aujourd'hui, on va rajouter une obligation d'audit qui est en termes d'engagement très important. Les 4 semaines, ça risque d'être on est preneur. Voilà. Mais même ça risque d'être un petit peu court. En fait, c'est le process dans le process. Si on revient un peu sur l'histoire de la norme, du coup, on a eu le temps de la préparer pendant des exercices KISS. En 2016, l'entrée en vigueur, on avait des délais assez plus importants, en tout cas pour assurer une bonne remise des états quantitatifs.
En 2019, au bout de 3 ans, on dit que les acteurs arrivent sur plutôt une vitesse de croisière pour réduire du coup les délais de 2 semaines. Je crois qu'il y avait une réduction de 2 semaines sur les délais de remise. Il y avait la crise du Covid, donc les choses se sont arrêtées, mais en 2023, on est revenu avec une inflation taxonomique en termes de QRT, de nouveaux QRT, plus de détails dans les QRT existants et même exigences sur les QRT avec beaucoup plus de contrôle. Là, on va aller chercher encore plus, rajouter un process dans le process et de pouvoir, en fait, c'est au-delà des contrôles clés parce que la norme, dès son entrée en vigueur, est arrivée avec son lot sur la qualité de données. C'est la gouvernance de la donnée fait partie de la norme. Mais effectivement, la piste d'audit et l'interlocution avec les CAC ou les auditeurs, c'est une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation là où nous, on était aussi c'est le groupe déjà, et tous les groupes font face à des évolutions, que ce soit lié au groupe, que ce soit lié au marché, mais aussi les outils. Aujourd'hui, nous, les réflexions sur le process, c'est plutôt l'intégration de l'IA, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin dans le process. Et là, en fait, on doit revoir, peut-être prendre un pas de recul pour revoir comment intégrer ce process-là dans un process qu'on veut automatiser. Et dans l'automatisation, il y a l'accélération, il y a aussi parfois accepter un peu moins de transparence sur certaines parties, mais c'est pas du tout le même esprit. Donc en fait, c'est tous ces éléments-là à équilibrer. Moi, ce que je voulais faire sortir, c'est quand même quand on parle de ce process d'audit, on parle d'un burden, c'est un poids. Et on sait que c'est un poids qui va venir alourdir ce process-là, qui peut être assez lourd dans des équipes qui vont gérer plusieurs entités et la conso. Et par contre, c'est dans l'esprit de cette révision, c'est l'esprit de la proportionnalité des risques, où on va faire la différence entre des acteurs pour lesquels ce process doit être conduit de manière automatique et que le rapport sorte au même moment que les résultats, et les acteurs de low profile qui, eux, en fait, ils ne seront pas soumis aux mêmes exigences d'audit. Et donc, c'est tous ces éléments-là à prendre en compte aussi, même au niveau des entités consolidées. D'un point de vue des impacts et des points d'intention plutôt qu'on peut avoir, alors aujourd'hui dans l'état actuel des textes, on parle du bilan économique, hein, donc quid du SCR. En général, ce qu'on a pu voir, c'est que le régulateur, les régulateurs dans les autres pays qui ont imposé une obligation d'audit ont intégré le SCR quand même, ce qui aurait un sens honnêtement, parce que ce qui est piloté aujourd'hui, c'est le SCR et c'est les fonds propres économiques en tant que tels n'est pas encore un objet qui est bien compris en fait, hein, honnêtement sur le marché. Hein. On fait du pilotage de risque par le ratio de solvabilité. Donc on pourrait s'attendre à ce que le SCR soit intégré. Est-ce que le régulateur le demande? On ne sait pas, mais ça aurait un sens. Mais si c'est le cas, du coup, comment on fait pour le modèle interne? Auditer un modèle interne dans des délais, dans 4 semaines, c'est juste pas possible. Et en tout cas, pas un coût raisonnable. Ça, c'est pas possible. L'autre impact qu'on a pu observer, c'est alors pour pouvoir émettre une opinion d'audit, il faut des seuils de matérialité sur certaines métriques. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, la métrique qui est utilisée, qui est pilotée, c'est le ratio de solvabilité. Et on a pu voir qu'un ratio de solvabilité peut être stable, voire s'améliorer, alors que les fonds propres se varient très fortement. Et le SCR, du coup, en fait, il varie très fortement, parce que le SCR, c'est rien d'autre qu'un choc de fonds propres économiques. Donc, il y a potentiellement des changements de modèle, des incertitudes, des choses comme ça, qui, quand on a fait l'évaluation de leur impact d'un point de vue ratio de solvabilité,
c'est pas matériel. Par contre, si on est amené à émettre une opinion uniquement sur les fonds propres en tant que tels, l'engagement de l'opinion est beaucoup plus problématique. C'est-à-dire on peut avoir une incertitude assez importante. Ce qui va être intéressant à analyser, c'est comment l'auditeur va formuler son opinion en disant que en fait, j'ai une incertitude sur les fonds propres, tout en sachant que sur le ratio solvabilité, ça devrait passer. Donc ça c'est un point sur lequel on s'attend à voir quand même des problématiques assez importantes, probablement. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est qu'en fait, en raisonnant sur la solvabilité, on aplatit beaucoup d'informations. La bonne métrique, selon notre conviction, c'est plutôt la richesse économique, à savoir les fonds propres économiques. Et là, quand on regarde la fonds propres économique, on peut trouver des métriques intéressantes. On a les fonds propres durs, ce qui s'appelait anciennement dans le monde MCEV la NAV, et on a la valeur de portefeuille qui s'appelle une PVFP. Cette PVFP-là, pour un business donné, elle devrait être entre X et Y. Donc si elle est à 20% ou 40%, c'est peut-être problématique. Mais si elle est 20%, 40%, ça veut dire que je choque aussi une quantité qui est plus importante. Donc mon SR est important. Et autre chose également, le ratio de solvabilité dépend du niveau dans lequel on est. Typiquement, dans certains cas de figure, si je suis très solvable, une gain de valeur action va faire perdre mon ratio de solvabilité, ce qui n'a pas de sens en réalité. Enfin, voilà, économiquement, est-ce que je suis meilleur ou moins bien? Là, on a la réponse. Donc ça, c'est ces aspects-là qui sont intéressants et importants à anticiper. L'autre sujet, tout à l'heure, Mathieu parlait de IFRS 17. Alors, tout modèle est faux par définition. Le plus important, c'est qu'il ne soit pas très faux. Sur IFRS 17, il ne faut pas oublier qu'en VFA, notamment en impact en assurance vie, vous avez des effets compensatoires entre le BCCMate et les CSM. Si on se trompe un petit peu sur le BCCMate, il y a le CSM qui vient compenser. Là, sous Solva 2, quand on va certifier un bilan, en fait, la métrique importante, ça va être les fonds propres économiques. Si je me trompe un petit peu sur le BCCMate, ça va se trouver directement sur les fonds propres et donc voilà, l'opinion va en être conditionnée. Les changements de modèle. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'auditais des MCEV. Chaque année, on avait des changements de modèle très significatifs. J'avais quelques états d'âme. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu? Mais en fait, en réalité, on peut pas le voir. Et donc, si on a des changements de modèle qui modifient l'appréciation de la qualité des comptes ex post, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Comment je me positionne là-dessus? Et enfin, on a la question de l'assertion d'audit. Est-ce qu'on a un principe de prudence versus un principe d'exactitude? En théorie, la directive ne parle pas de principe de prudence. On a l'article 75 qui parle de valeur de marché. Si j'ai une incertitude sur mes marques to modèle, est-ce que j'ai le droit de mettre un buffer de prudence? On le voit dans certains cas, parfois on peut se dire que le régulateur impose, à juste titre peut-être, un principe de prudence dans certains aspects du bilan, notamment la participation, la variation des participations. Ça, d'un point de vue directive, c'est pas tout à fait, si on se positionne, si on est amené à émettre une opinion, c'est pas tout à fait en lien avec le principe de la directive. Donc, prudence versus principe d'image fidèle au regard de la directive. Tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes aujourd'hui et qui peuvent être assez importantes, assez impactantes dans l'opinion d'audit finale. On va continuer cette présentation en parlant d'autres éléments impactants de la revoyure qui sont liés un peu à ce qu'on va devoir publier et donc qui sont moins, on va dire, évoqués. On va commencer par ce qui est lié à l'ORSA, où finalement le régulateur va imposer des nouvelles choses et en préciser d'autres qui étaient, on va dire, des bonnes pratiques. Et qui dit ORSA dit scénario, et donc le régulateur va être beaucoup plus directif sur certains scénarios à considérer. Premier point mentionné sur ce slide, c'est l'inclusion des risques climatiques, où on va avoir, au-delà du fait de dire qu'il faut les inclure, les étudier, on va avoir quelque chose d'assez directif sur l'intensité du scénario à regarder, où on va préciser clairement qu'on va se mettre dans la zone des 2 scénarios étudiés, sous et au-dessus des 2 degrés d'impact. Alors,
les techniques de modélisation, comment on va appréhender ce risque, bien sûr, ça c'est pas précisé. Ça mettra sûrement chez les différents acteurs à profit tout ce qu'on a vu pour les différents exercices de stress test climatique. Donc là, il y aura sûrement du reuse. Mais là, cette fois-ci, on ne peut plus, dans l'exercice d'ORSA, faire quelque chose, on va dire, uniquement court terme, avec un horizon de business plan 3-5 ans. Là, il va falloir aller regarder plus loin, ce qui impose d'avoir un process sûrement dédié. Et pareil, du temps de production en plus, qui vient s'ajouter à ce qu'on a déjà évoqué. Pour l'article plus général sur l'ORSA, donc le 45A, on va être plus prescriptif sur certains scénarios. On retrouve la mention du changement climatique, mais on va aussi avoir des événements de masse à considérer ici, des pandémies par exemple. Et point qui va être lié au slide suivant, on va commencer à parler d'effets de connexion et d'interconnexion entre les acteurs de marché, où on va devoir se poser des questions, notamment de qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a plus de disponibilité de certains actifs, comment j'adapte ma politique d'investissement, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu nouvelles. Et donc dans ce cadre-là, notamment sur le côté interconnexion, il est fait mention assez clairement aussi de l'impact de risque systémique. Et ce risque systémique, il est analysé de deux manières. Le risque subi. En fait, qu'est-ce qui se passe si tous les acteurs avec qui je suis interconnecté, dont je suis en dépendance, subissent un stress, comment ce stress va se répercuter chez moi. Mais pour les plus gros acteurs, a priori, on va aussi avoir des considérations en termes de documentation, d'analyse sur le risque qui est induit par cet acteur sur les autres acteurs. Donc, c'est-à-dire mon impact à moi sur le marché va devoir être étudié dans ce cadre-là. Et par exemple dans le genre de scénarios qui peuvent être étudiés, comme j'ai dit avant, c'est qu'est-ce qui va se passer par exemple si beaucoup d'obligations arrivent à maturité à une certaine date, je ne suis pas en capacité de les renouveler pour X ou Y raison parce qu'il y a un gros problème sur les émissions, certains actifs pour lesquels j'ai l'habitude de procéder à des investissements ne sont plus disponibles, comment je m'adapte et comment j'adapte ma stratégie de manière proactive. Ça va être des questions qu'il va falloir se poser dans le cadre du nouvel ORSA. Donc je laisse la passer à Imen pour le dernier risque. Pour le risque de liquidité, qui est du coup un nouveau risque suivi par les assureurs. Pas un nouveau risque, c'est un risque qui existe déjà. D'ailleurs, il y avait un atelier sur le risque de liquidité ce matin. Mais c'est pas un risque qu'on évalue de la même manière que les banquiers, par exemple, évaluent le risque. On sait qu'il est dans notre roadmap de risque, mais il n'y avait pas un suivi de ce risque particulier. Et du coup, la révision introduit l'obligation d'avoir un plan de management du risque de liquidité, toujours avec une séparation entre les low profile et les acteurs soumis à ce risque-là, avec un critère, en fait, quels sont les acteurs soumis à ce plan-là. Tout le monde est soumis au plan sur le court terme et le long terme, mais le focus sur le moyen terme, long terme, ça va être sur les acteurs qui ont 12 milliards d'actifs. À partir de 12 milliards d'actifs, ils sont soumis à ce plan vraiment sur tous les horizons. Et un autre critère de risque. Ça veut dire qu'on peut demander à être dispensé de cette exigence forte si on démontre qu'on n'est pas soumis à ce risque-là. Donc, elle garde, l'EIOPA, les deux critères, critères quantitatifs, critères qualitatifs. Mais le plan en lui-même est très normé avec les paragraphes qui sont bien décrits. C'est à l'image de la structure d'un rapport SFCR. Les paragraphes qu'il y a dedans, je ne le connais pas par cœur, mais l'IA peut les reproduire. Mais en gros, on commence par une évaluation globale du risque de liquidité. Après, on définit les hypothèses qu'on utilise pour la projection des cash flows, parce que le risque de liquidité, c'est finalement c'est la projection des cash flows in-out qui permet de l'estimer. Il y a un focus sur la réserve de liquidité des actifs,
Après des cotes, pour prendre, du coup, c'est ça qui va être le surplus finalement de liquidité vis-à-vis des cash flows. Et la décote, c'est dans un scénario stressé, en fait. C'est vraiment la réserve nette de liquidité qui va être utilisée pour les indicateurs classiques de liquidity coverage ratio, c'est le ratio de liquidité, le delta pour couvrir les actifs dans un monde, en fait, avec nos engagements actuels, et avec des engagements dans des mondes stressés. Mais du coup, Léopa avait publié en octobre 2024 sa consultation paper avec une douzaine d'articles pour détailler vraiment et le périmètre et les éléments qu'il y a dans le rapport. Un début des indicateurs, du coup, qui vont être des indicateurs classiques qu'on utilise, et aussi le plan de liquidité au niveau groupe, parce que ça va pas être piloté uniquement au niveau des solos, mais aussi au niveau groupe, en prenant en compte les transactions intra-groupes des entités pour s'assurer qu'on couvre le risque aussi au niveau groupe. C'est à peu près ça, je crois, sur le risque de liquidité. C'est déjà pas mal. Des mesures, ouais. Après, oui, des manières, c'est la slide un peu de conclusion de ce qu'il y a sur les reporting, parce que effectivement, ça touche le pilier 1, cette révision-là, mais c'est un sujet qui a été dit et redit, et c'est surtout sur la manière dont on communique avec le marché nos informations. Et en fait, ce que j'ai oublié du coup de mentionner, par exemple, sur la liquidité, on va essayer vraiment de détailler le risque de liquidité selon quel risque. Est-ce que c'est le comportement des assurés qui va générer tel risque de liquidité? Est-ce que c'est le défaut des contreparties? Est-ce que c'est vraiment des événements assurables? C'est assez détaillé par type de risque qui va générer cet événement-là. Et pareil, du coup, on le retrouve dans la vision plus globale du reporting. Dans le rapport SFCR, par exemple, on demande à le détailler avec 2 paragraphes. La première partie qui va être directement aux assurés et la deuxième partie qui va être plutôt aux acteurs, aux autres parties prenantes, en tout cas pour lesquels les investisseurs auxquels l'assureur publie ses rapports. Et toujours avec cet esprit de garder la proportionnalité dans le reporting. Ça veut dire que si on n'est pas soumis au risque, on allège au maximum, on simplifie le reporting. Ça revient du coup et dans les mesures quantitatives et dans les mesures de reporting. C'est à peu près ça. Ouais, voilà pour l'essentiel. Alors on essaie de pas forcément se focaliser sur les impacts quantitatifs qui sont assez connus, sur lesquels vous avez travaillé, etc., mais plutôt sur les coûts cachés. Par exemple, on l'a déjà dit, je pense que vous l'avez compris, hein, sur l'obligation d'audit, ça va faire émerger une forme d'hétérogénéité entre les acteurs. À un certain moment, un auditeur, quand il a une pratique chez un de ses audités, et il a quelque chose de totalement différent ailleurs, je prends au hasard, il y a des questions qui sont aujourd'hui indécidables d'un point de vue modélisation. Est-ce que, par exemple, comment j'appréhende la PB mine? Est-ce que je l'appréhende en continuité d'exploitation? Est-ce que je l'appréhende en vision run-off? Enfin, des questions qui peuvent avoir autant de réponses que d'acteurs. Sur, par exemple, la modélisation des fonds propres. Est-ce que je modélise mes fonds propres ou pas? Si je modélise mes fonds propres ou pas, les résultats peuvent être totalement différents. Donc, il va y avoir des questions qui vont émerger à la surface. Aujourd'hui, on ne se les pose pas parce que chacun regarde ses frontières. Et donc, à un certain moment, il va y avoir probablement un consensus de place de fait. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est d'anticiper ces points-là, c'est-à-dire de se faire auditer typiquement, enfin, de faire un exercice à blanc et de voir si je déploie un exercice d'audit, qu'est-ce que ça fait. Après, effectivement, il y a les autres reporting qui vont plutôt être coûteux en termes de risque opérationnel, en termes d'implémentation. Et puis il y a d'autres impacts, notamment l'éligibilité de fonds propres. Je vois qu'il y a François Marmion qui est là, qui est spécialiste du sujet et qui pourra vous renseigner sur qu'est-ce qui est admissible en termes de fonds propres, groupes, etc.
il y a énormément de sujets, outre les sujets piliers 1 qui sont connus et évalués. Donc, enfin, faut faire attention et pas attendre la dernière minute pour se pencher sur tous les aspects de la problématique. Voilà, je laisse un petit peu de temps pour les questions, quoique 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. C'est en vrai. Oui. Je prends un micro, ça sera mieux. Oui. Du coup, moi, je travaille dans une fonction actuelle, donc on rédige le rapport de la fonction actuelle Oui. tous les ans. Est-ce que ce serait potentiellement une pièce qui pourrait être demandée dans le cadre de l'audit, puisqu'en fait, on valide quand même une bonne partie de la balance sheet. Oui. Validation qui n'est pas peut-être aussi stricte. On parlait de principe de prudence des exactitudes. C'est pas exactement le même exercice, mais on valide quand même les méthodes sous-jacentes à l'évaluation. Donc, je voulais savoir à quel point ce serait une pièce importante ou pas dans l'exercice. En fait, elle est toujours importante parce que quand on fait de l'audit, on s'appuie toujours sur le dispositif de contrôle interne. Par contre, il va avoir un sujet de timing. J'allais y venir. Voilà. C'était ma deuxième question. Donc, tu as la réponse. Aujourd'hui, en fait, dans mon groupe, on sort le rapport en interne, grosso modo, début mars. C'est pas le cas d'une façon générale. Hein. Le rapport de la fonction actuelle sort à des calendriers qui sont plus ou moins, enfin qui sont assez hétérogènes en réalité. Hein. Alors, ça sera toujours une pièce importante parce que la fonction actuelle a fait des travaux de validation de modèles. Les modèles change, par exemple, ils ont été testés avant implémentation. Donc, ça sera toujours intéressant pour l'auditeur. Clairement, le but d'une façon générale, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il y a des amis auditeurs ici, ça ne va peut-être pas leur plaire ce que je dis. Le but, c'est que l'audit ne coûte pas extrêmement cher. Hein. Et donc, tout ce qui est... Enfin, c'est comme ça. Hein. On leverage toujours sur notre dispositif de contrôle interne pour alléger la charge de travail pour l'auditeur. Donc, ça sera très certainement un sujet, quelque chose à prendre en compte. Comme par exemple pour le modèle interne, si jamais le SCR est à auditer, ou ne serait-ce que pour la risk margin, il y a une fonction à validation obligatoire quand on est en modèle interne, on va forcément s'appuyer dessus, très certainement. Mais ça fait partie de l'appréciation des risques, du risk assessment de l'éditeur en tant que tel. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est l'heure, non ? Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci. Merci.